Hello Ophélie, alors on est ravis de t'accueillir pour ce 3e épisode de Sympathique. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci pour l'accueil, du coup Yasmine. Donc oui, moi je suis Ophélie, infirmière libérale depuis janvier 2024 et infirmière depuis juillet 2019. Et je partage ma vie du coup sur les réseaux sociaux pour aider mes collègues à se lancer comme moi. Voilà. Trop bien, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi est-ce que tu as choisi ce surnom de Oli Vixen? Alors oui, en fait, Oli Vixen, donc c'est pour Oli Ophélie, du coup le raccourci. Et Vixen, c'est parce qu'en fait, je suis fan de renards, surtout des renardes. Donc j'ai fait la traduction. Et pour la petite anecdote, j'ai appris récemment que Vixen, ça voulait dire, en fait, c'était les nanas, tu sais, dans les clips de rap, qui twerk, qui dansent dans les clips. Et du coup, j'étais en mode, ah, bah génial, bah, je garde ça, hein, c'est pas grave. Ça va te suivre. Ok, justement pour nous parler un peu de comment est-ce que tu en es arrivée à la profession d'infirmière, j'avais demandé de me ramener une petite photo pour nous présenter un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Alors, je vais tout de suite te la montrer. Alors, j'ai un peu honte, hein. C'est une photo qui date de 2013. Tiens, je te montre. Et en plus, c'est trop drôle. C'est mon premier voyage à Paris, Ok. au Hard Rock Café de Paris. Ok. Et en fait, c'est parce que j'y suis allée avec les infirmières de mon lycée. Parce qu'en fait, j'avais 2 infirmières dans mon lycée qui m'ont énormément aidée parce que je faisais des crises d'angoisse. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs le milieu infirmier. Et en fait, elles m'ont tellement aidée que j'ai fait partie de l'association qu'elles avaient créée, du coup. Et on est tous partis à Paris parce qu'on avait levé des fonds et tout. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable de pouvoir aller à Paris avec elles, partager des moments. C'était pas juste les infirmières scolaires, c'était vraiment des professionnels qui m'écoutaient, qui étaient là pour moi. Et je voulais être comme elles. Et c'est comme ça que du coup, j'ai voulu devenir infirmière. Incroyable, incroyable, très belle photo. Trop bien. Alors, on a beaucoup discuté ensemble, justement. On a discuté notamment du cliché comme quoi, parfois, il y avait des terrains de stage qui étaient plus ou moins compliqués quand on fait des études d'infirmière. Et tu m'avais parlé notamment du stage des sorcières. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Le service, pendant très longtemps, n'avait pas eu d'étudiants parce que justement, l'équipe était très mauvaise. Et en fait, moi, alors, en général, mon caractère passe bien dans tous les services. Et déjà, le premier jour, j'ai remarqué que les infirmières critiquaient une 3e année. Et je sentais déjà qu'il y avait une mauvaise ambiance. Donc, je me suis fait toute petite. Il n'y avait pas de souci. Au début, on m'a bien acceptée. Et jusqu'au moment où je suis allée faire un soin avec ma titulaire, enfin ma tutrice, pardon. Et elle a fait une erreur. Et ça a causé pas mal de problèmes. Et en fait, une semaine après, quand je suis revenue en stage, eh ben, personne ne voulait me parler. Tout le monde me parlait mal, me dénigrait, disait que je travaillais mal. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je suis rentrée dans une spirale où on me critiquait, on me rabaissait, tout ça. Et par la suite, j'ai fait le lien avec ce soin. Et en fait, je pense qu'elle a dit que c'était moi qui avais mal fait pour se couvrir. Et elle avait ligué toute l'équipe en fait contre moi. Et ouais, ça a été très difficile. Mais mon bilan de mi-stage, au bout de 5 semaines, puisque j'en avais 10, on m'a dit comment on va dire, que j'étais fraîche, mais dans notre secteur, fraîche, c'est en mode tu te prends pour je sais pas qui, t'es trop condescendante, tout ça. Alors que je parlais pas, je disais rien. Et en fait, c'était vraiment ouais, pour me casser, pour soutenir leurs collègues, à ce que j'ai compris. Et pour te dire à quel point c'était vraiment difficile, en fait, au mi-stage, on m'avait dit, ouais, toi, tu connais pas les papiers de sortie de tes patients. Et c'est important, tu dois le faire. Franchement, moi, maintenant, en tant qu'infirmière, je ne mettrais pas cette pression à une étudiante. Mais bon, bref. Et à mon bilan final, du coup, on m'a dit, on te fait ton bilan, c'était la cadre et une autre tutrice. Mais d'abord, tu fais sortir ton patient, tu lui donnes ses papiers, on te les a préparés. Moi, j'étais tellement méfiante et hyper vigilante parce que vraiment, je vivais des choses affreuses que j'ai vérifié les papiers et il en manquait 3. Et là, j'ai commencé à devenir toute blanche. Je me suis dit, waouh, il manque les papiers, comment je fais? C'est jamais arrivé. Je vais voir la cadre avec le peu de force que j'avais. Et je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais il manque des papiers, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, elle était assise, donc c'était un bureau en face de ma tutrice. Et en fait, il y avait une petite étagère. Et en fait, elle s'est levée et elle a pris les papiers manquants pour me les tendre. Elle m'a rien dit, hein. Et moi, j'étais comme ça, et je me suis dit, en fait, c'était un piège pour me faire louper mon stage, pour me faire louper. Donc, en gros, quand tu loupes ton stage, tu dois le rattraper en été. Et si tu le rattrapes pas, tu peux même décaler ton diplôme de 6 mois. C'est vraiment C'est quand même grave, terrible quoi. de mettre des bâtons dans les roues comme Ouais, ça à des étudiants. vraiment. Et justement, est-ce que, parce qu'on en discutait, est-ce que là, après coup, tu penses que ça pouvait être assimilé à de l'harcèlement moral dans le sens où c'était pas forcément un climat qui était safe ou pas du tout? Enfin, comment est-ce que toi, après coup, tu te dis qu'on peut le vivre justement, ce genre de situation? C'est très compliqué parce que, alors, je suis
au courant de tout ce qui est harcèlement, je soutiens énormément les personnes victimes, mais moi, je me suis jamais positionnée en tant que victime d'harcèlement. Ok. En fait, moi, toute ma vie, même quand au collège, au lycée, on se moquait de moi, je me suis toujours remis en question en me disant, c'est ma faute, j'ai fait quelque chose. Et là, pareil pour le stage, je me suis dit, j'avais pas pensé à ce soin. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mince, je suis mauvaise étudiante, j'ai mal fait quelque chose. Et c'est pour ça, en plus, que je me suis vraiment mis une pression pour être parfaite. Honnêtement, ce stage-là, limite, j'étais une fin de troisième année, j'avais tout appris, tout retenu, tous les médicaments. Enfin, je m'étais mis une pression, mais parce que je me suis dit que c'est ma faute. J'avais pas conscience, tu vois, que... Parce qu'en tant qu'étudiante, tu as aussi souvent tendance à te remettre en question et à te dire qu'est-ce que tu peux mieux faire. Et puis même si ce soin avait été mal fait, en soi, ça justifiait pas tout le comportement qu'il y avait eu derrière, quoi. Donc effectivement. Et est-ce qu'après ce stage, justement, tu t'es dit que tu avais peut-être envie d'arrêter ou tu t'es remise en question ou ça n'a pas changé la ligne directrice que tu avais? Ça m'a encore plus boostée. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois, là, elles ont voulu t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. J'ai dit, j'en avais rien à faire, j'allais obtenir mon diplôme, j'allais être infirmière et ça m'a encore plus donné la niaque, tu vois, de me dire, je sais que si j'ai réussi ce stage-là, je peux réussir tout ce que je veux. N'importe quel stage, n'importe quelle sorcière sur qui je vais tomber, je vais gérer. Trop bien. Et justement, peut-être ce cliché aussi qu'on a de l'étudiant infirmière qui pleure dans les toilettes, est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu parler, toi, avec même tes copains, etc. Alors, moi, non. Peut-être dans ma promo, oui, mais jamais dans mon stage. En tout cas, je sais que moi, quand j'étais avec d'autres étudiants, au contraire, moi, j'étais la personne qui allait vers l'autre et qui, quand ça allait pas, justement, j'essayais de les booster, de s'entraider. Et souvent, en fait, on faisait des groupes Snap, ou que j'ai encore maintenant, où quand il y avait une mauvaise tutrice, on s'envoyait des messages pour se soutenir, pour dire non, mais c'est pas toi, c'est elle, t'inquiète pas et tout. On se soutenait entre nous, mais on n'avait pas, par contre, le réflexe d'aller le signaler, tu vois. Ouais. Alors que maintenant, je me dis, on aurait dû plutôt aller le signaler à l'IFSI ou à la cadre, enfin même la cadre était avec eux, donc ça aurait servi à rien, ou à la direction, tu vois. Totalement. Et peut-être dans ton parcours, tu as aussi croisé justement des infirmières qui étaient plutôt inspirantes, où tu t'es dit ça, je veux le faire dans mon métier plus tard, ça, je veux pas le faire. Comment ça s'est un peu passé là-dessus sur les petites inspirations que tu as eues? Ah mais complètement, oui, j'en avais plein. Heureusement, d'ailleurs, il y avait juste ce service-là, c'était des sorcières, mais sinon, toutes les autres, elles ont été bienveillantes avec moi. Mon tout premier stage, c'était une infirmière qui avait eu ses cours, son diplôme avec les bonnes sœurs à l'époque. Elle était super stricte sur l'hygiène, mais elle était tellement bienveillante, elle avait pris du temps avec moi. Il faut savoir qu'en plus, moi, je suis dyslexique, donc au début, il y avait des traitements que j'inversais, et elle disait non, mais on comprend de quoi tu parles, t'inquiète. Enfin, elle prenait vraiment son temps avec moi. Non, franchement, j'ai globalement quand même beaucoup de chance. Trop bien. Alors, tu utilises aussi également beaucoup l'humour dans tes vidéos, puis même dans ta pratique. Est-ce qu'il y a des moments où ça bloque, où il y a des choses qui se passent pas comme prévu? Alors oui, parce que parfois en fait, je me dis ouais, avec l'humour, le patient, ça va le déstresser. Mais peut-être pas toujours. Je me souviens que quand j'étais justement étudiante infirmière, c'était dans le service en plus des sorcières, le pire des services. Je devais poser un cathéter du coup en périphérique à mon premier patient. Et j'ai loupé. La première fois, je pique, je loupe. Et je sais pas, on fait une blague avec une tutrice qui était là. Et à un moment donné, je lâche. Bon, je fais la deuxième fois, mais vous inquiétez pas, hein, c'est jamais 203. Au pire, je ferai la troisième. Mais vraiment, sans réfléchir. Alors moi, mon truc, c'est que je réfléchis pas. Et surtout avec le stress, pour vous montrer de l'humour, il a pas du tout rigolé. Et bien au contraire, il a fait un malaise vagal. Quand je lui ai dit ouais, jamais 203, il était il est devenu tout blanc. D'un coup. Et il était couché, heureusement. Mais ouais, là, je m'en suis voulu, je suis sortie. On m'a fait sortir de la chambre, du coup. J'étais en mode, oui, je comprends. Je vais me calmer. Je comprends totalement. Trop marrant. Tu me parlais également aussi de la pose de ta première sonde urinaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors là, c'était la première sonde urinaire, c'est un homme en plus, parce que du coup, c'est pas la même chose entre hommes et femmes. Et en fait, moi, j'étais toute jeune, tu vois, toute innocente. Et les hommes, du coup, il faut les décaloter pour faire le nettoyage, la toilette, voilà. Et moi, je galérais à décaloter parce qu'avec les gants, le stress, tout ça. Et j'étais dans la pièce avec un infirmier qui avait peut-être 3 ans de plus que moi. Et il y avait une étudiante infirmière qui, elle, avait 40 ans, 20 ans d'expérience en tant qu'aide-soignante et tout. Donc moi, pendant que je galérais, elle est venue, elle m'a arraché du coup le pénis du patient des mains en me disant « Mais vas-y, moi je vais te montrer !» Et elle a commencé à le faire et même le patient était en mode « Mais qu'est-ce que vous faites ?» L'infirmier, mort de rire, moi toute... ok, vas-y, gère, je te laisse faire. Et après, le sondage, je l'ai quand même fait.
Mais ouais, sur le coup, T'étais pas préparée. ouais, j'étais pas du tout prête. Trop marrant. Justement, peut-être pour la partie un peu moins fun, on a discuté ensemble. Tu me parlais notamment que tu avais travaillé en EHPAD et que tu avais fait face à des situations un peu compliquées, notamment le suicide d'un patient. Comment est-ce que ça s'était passé justement à l'époque? Ouais. Alors j'ai travaillé en EHPAD en tant qu'aide-soignante quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, mais la situation avec le suicide, malheureusement, c'était quand j'étais étudiante infirmière. Et en fait, alors c'était dans la semaine, on venait d'avoir ce nouveau résident. Donc moi, j'avais fait l'accueil avec l'infirmière qui m'avait dit ça sera ton patient à charge, parce que du coup, on a des patients à charge selon les années. Et il nous a tout de suite dit qu'il ne voulait pas être là, que c'était son fils qui l'avait forcé, qui avait vendu tous ses biens, il avait vendu sa maison, il voulait plus s'occuper de lui. Le fils était d'ailleurs présent, le père disait ça oralement, mais le fils était là. Et le fils dit ah, c'est bon, tu dis n'importe quoi, papa, tu vas être bien ici, ils vont bien s'occuper de toi et tout. et encore l'infirmière qui lui dit mais oui, oh, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul à pas aimer, tout le monde s'adapte et tout. On essaye pareil, humour, voilà. Et à un moment donné, le monsieur il dit non mais moi si je reste là, je vais me suicider. Et pareil, l'infirmière essaie de dire oh, ils me l'ont tous dit, ils sont toujours en vie. Et voilà, on se dit allez, on rigole, c'était quelques jours avant le week-end. Donc moi, c'est mon patient, je le prends en charge tous les jours, je l'aide à faire la toilette, c'était une aide à la toilette. Il discute avec moi, il va mieux moralement, je rigole avec lui, il est content, tout va bien. Le week-end passe, moi je travaille pas le week-end quand je suis étudiante infirmière. Le lundi, j'arrive, je prends les transmissions, je vais dans sa chambre, il n'était plus là. Et je vais voir l'équipe soignante, je dis mais il est où le patient? Et ils ne voulaient pas me le dire. Ils m'ont dit on n'a pas le droit de te le dire. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé. Ils me disent on a eu l'ordre, Ouais. merci, de la cadre, on doit rien te dire. Je comprenais pas et tout. Et je suis allée voir la cadre, je dis mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil, silence radio. Et finalement, une aide-soignante m'a expliqué qu'en fait, pendant le week-end, c'est la cadre en fait qui est venue, je crois que c'était dans la nuit de dimanche à lundi, à 2 heures du matin. Du coup, c'était l'aide-soignante de nuit qui faisait le tour, en fait, qui a découvert le patient, appelé la cadre, après le fils, enfin tout le monde, voilà. Et vu que moi, c'était mon patient, que j'avais pas mal de contacts avec, et qu'en plus, vu la situation, ils ont voulu me protéger et rien me dire, mais finalement, voilà, je l'ai quand même su, quoi. Et justement, là, t'as pas été confrontée directement, mais ce rapport à la mort quand on est étudiante ou même infirmière, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le gère? Bah, c'est compliqué. Je sais pas si moi de base j'ai le même rapport à la mort que tout le monde, parce que dans ma vie personnelle, déjà très jeune, j'ai été confrontée à la mort tôt, et j'ai toujours été dans on va tous mourir un jour. Tu vois, j'ai pas d'angoisse vis-à-vis de ça. Je suis complètement ok avec cette situation. Et vraiment mon premier décès que j'ai vu vraiment la personne, c'était justement dans cette EHPAD. Je suis allée faire une toilette mortuaire. Du coup, l'aide-soignante m'avait demandé de l'accompagner. Je crois que maintenant les étudiants n'ont plus le droit de faire Je la crois toilette aussi, ouais. mortuaire. Mais du coup, moi, j'y suis allée et en fait, j'avais l'impression que c'était un mannequin. Mm. Tu vois, j'avais pas l'impression que c'était une vraie personne. Je la connaissais pas en tant que résidente, donc c'est ça aussi qui était différent. Ça aurait été un proche, c'est très Mais compliqué, ça je permet de pense. faire le... Ouais, quand même. mais là, vraiment, même, c'était tellement pour moi un mannequin que quand elle m'a demandé, par exemple, de lui lever la jambe pour faire la toilette, j'ai même, à un moment donné, elle m'a demandé d'attraper la serviette. J'ai attrapé la serviette en lâchant la jambe parce que j'avais l'habitude que les patients avaient un maintien. Mm. Et là, je vois la jambe tomber et je me dis, ah mais mince. Et tu sais, et t'es en mode. Et là, tu prends conscience, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu as un recul. En fait, le recul est venu naturellement chez moi. Ok, Vraiment. pas Ouais. de... Ok, et ça t'est arrivé justement peut-être déjà de repenser à la mort d'un patient en rentrant chez toi le soir Oui, oui. Ben, moi, quand je travaillais en HAD, j'ai eu des décès, enfin des patients en soins palliatifs pédiatriques. Donc des jeunes enfants de 4 mois, 11 ans, 7 ans. Donc en effet, quand tu interviens à ce moment-là, ouais, ça te marque. Même encore maintenant. Effectivement, puis même là, il y a les familles à côté, c'est aussi comment gérer ça. Toi, t'en parles pas, tu décompresses quand ça t'arrive, comment est-ce que tu fais pour passer à autre chose, on va dire? Hum, alors ceux qui sont vraiment marquants, Mm. j'en parle avec ou mes amis qui sont infirmiers ou mes collègues aussi du coup parce qu'on a des relations particulières. Ou là dans le cas dont je te parlais, en fait c'est arrivé dans la nuit et moi à l'époque quand j'étais en HAD, en fait j'allais chez le patient, une fois que c'était fini je rentrais chez moi et après je repartais parce qu'en fait la nuit on dormait chez nous à l'époque. Et donc là à ce moment-là c'est mon conjoint du coup qui m'a réceptionné on va dire et il avait rien besoin de me dire, j'ai juste tout lâché. Je crois que j'ai pleuré pendant vraiment 20 minutes non-stop. Vraiment, j'ai tout lâché, complètement vidé. Et après, à 7 heures du matin, je suis retournée du coup pour faire le reste.
Mais ouais, je pense que ça dépend, en fait, selon le décès et selon le lien que tu as aussi avec le Oui, patient. effectivement. Ok. Justement, peut-être les horaires en tant qu'infirmière, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, les gardes, la nuit, etc. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu le vis à l'heure actuelle? Alors, actuellement, en tant que libérale, c'est différent parce que du coup, je suis à peu près sur 6h30, 12h30 et 16h30, 19h, ce que j'ai fait hier, par exemple. Mais parfois, on peut être de 6h à 14h, de 15h à 20h. Ça dépend le cabinet. C'est vraiment en module, en fait, selon ma titulaire, en fait, choisit selon les soins, comment elle arrive à s'organiser pour garder un bon équilibre perso-pro. Mais après, sinon, quand j'étais à l'hôpital, je pense que le plus difficile, c'est quand j'étais en HAD, je faisais des gardes de 26 heures. Ok. Donc en fait, je commençais à 13h et je finissais le lendemain à 15h. Donc si c'était calme, bon bah, je rentrais chez moi en général de 20h à 7h, je pouvais dormir. Et si on m'appelait pour n'importe quoi, hein, pour un motif valable bien entendu, mais voilà, je me déplaçais sur un périmètre de 40 km en fait autour de l'hôpital. Ok, donc ça dépend finalement. Et pourquoi justement avoir choisi entre l'hôpital et le fait d'être libéral? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix-là? Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. Donc comme je te disais, en juillet 2019 j'ai été diplômée infirmière et en septembre 2019 j'ai commencé un master. Mm. Et donc pendant le master, ça a duré 2 ans, à la fin du master, pardon, j'ai pu devenir cadre de santé. Donc je suis devenue cadre de santé et pendant que j'étais cadre de santé, je subissais une grosse pression de la direction que j'avais du mal à gérer. J'avais que 25 ans, c'était pas forcément adapté, on va dire. Et en plus, je me suis fait agresser par un patient verbalement, hein. Il m'a insulté et tout, il m'a pas frappé ou quoi. Dans une situation où j'avais une collègue qui avait fait un malaise et du coup je m'occupais d'elle et il estimait que on gênait le passage. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué cette histoire. Mais en fait, j'ai eu toute la pression qui est redescendue en me disant mais pourquoi je me lève le matin pour m'occuper des personnes qui m'engueulent et m'insultent. Donc j'ai fait un burn-out. Je voulais plus du tout être infirmière. Pour la petite anecdote, je vendais des bonbons sur TikTok. Ok. C'est vraiment rien Tu à faisais voir. les petits paquets Ouais, où tu... vraiment le truc incroyable. Et c'est mes amis en fait qui m'ont vu mes TikTok, qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais Ophélie? Mais T'étais pas infirmière de base. mais oui. Et en fait, alors j'ai de la chance, j'ai de très bons collègues et j'ai toujours eu des bons contacts avec mes collègues. Je suis encore en contact avec plein de collègues avec qui j'ai bossé même il y a 5 ans. Et ils m'ont tous dit mais c'est fait pour toi être infirmière en fait, c'est retourne soigner. Mm. Et je voulais plus retourner à l'hôpital. Et du coup, eux m'ont dit, mais fais libéral. Et plusieurs étaient déjà dans ce domaine. Du coup, ils m'ont aidé à faire les démarches parce qu'à l'époque, je comprenais rien et c'était très compliqué. Et c'est comme ça que voilà, j'ai atterri en tant que remplaçante en janvier 2024. Ok, trop bien, bah, trop bien. Et justement, là, dans ta pratique libérale, c'est qui les professionnels de santé avec qui tu travailles le plus? Enfin, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça se passe dans ta pratique? Oh, on en a pas mal. Bah, déjà, j'ai mes collègues, forcément, quand on a besoin d'infos les unes avec les autres. À domicile, on a aussi le kiné qui peut venir et on échange. On a les médecins énormément. Du coup, on va souvent même à leur cabinet quand on a des patients âgés, isolés, qui ne peuvent pas se déplacer. Le médecin ne peut pas venir à domicile. Donc nous, on fait un peu la transition. Pharmacie, c'est pareil. C'est pas mon rôle normalement de récupérer des pansements à la pharmacie pour mes patients, mais je le fais quand c'est nécessaire. En tant que libéral, tu fais plein de tâches en fait en Hmm. plus. Et après, tu peux dire non, hein. Moi, je dis oui parce que, Tu trouves du sens aussi à le faire, voilà, ouais. je suis très bienveillante, très humaine, je comprends. Après, quand on abuse de moi, je sais recadrer. Mais voilà. Sinon, à domicile, on a aussi beaucoup le SIAD dans mon secteur. Donc, on a les aides-soignantes qui viennent pour faire les nursing parce que nous, c'est vrai qu'on est surchargé. Dans mon coin, en tout cas, on a plein de soins techniques. On a aussi les auxiliaires de vie qui nous aident énormément. Pareil, quand un patient est isolé et que nous, on ne peut pas faire certaines choses, c'est l'auxiliaire ou l'aide à domicile qui se charge des trucs administratifs, des courses. On lui dit oui, là, on a plus de protection, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en acheter? Enfin, on est vraiment en collaboration avec Trop tout le bien. monde. Et quand tu dis patient isolé, comment est-ce que vous l'identifiez? Comment est-ce que vous le savez en soi qu'il est isolé? Pas d'enfant, pas de Ouais. famille, et qui vit. Bah, nous, on vit à la campagne, Mm. tu vois. Donc, en fait, ou alors, j'avais un patient, à un moment donné, il s'était fait amputer des 2 jambes, tu vois. Enfin, il avait au niveau des moignons. Et il vivait au premier étage d'un appartement. Pas d'enfant, pas de femme. Donc lui, tu sais que tu Bah peux pas lui oui, dire d'aller à la pharmacie récupérer ses médicaments, quoi. ouais, clairement. Et ben justement, le fait que tu aies la chance de pouvoir aller chez les gens, est-ce que parfois tu es tombé sur des choses un peu surprenantes où tu t'es dit, ok, bah là ça va pas parce que tu connais un peu les habitudes de tes patients. Comment est-ce que ça se passe là-dessus? Ah, complètement. Ben, j'avais eu le cas où d'une dame qui était super souriante. Elle s'était fait opérer d'une prothèse totale de la hanche.
Et à un moment donné, elle me disait « Ah, ça va pas trop ». Je dis « Oui, c'est vrai, vous avez le teint terne, hein, ça va pas ». Et finalement, elle a fait une occlusion intestinale. Ok. Et transfert à l'hôpital, elle s'est fait opérer, tout ça. Mais tu repères, parce que nous, il y a des patients qu'on voit 3 fois par jour. Donc dès qu'il y en a un qui est pas trop en forme ou qui nous dit une phrase qui correspond pas, tu repères tout de suite les signes. Ouais, tu te dis que cette fois-ci, c'est particulier. Ok, trop bien. Trop bien. Est-ce que on a parlé notamment de ton premier arrêt cardiaque? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je suis un chat blanc, on va dire. J'ai pas beaucoup eu d'arrêt cardiaque ou de massage à faire, mais ceux que j'ai fait, malheureusement, on les a jamais récupérés. Ok. Et justement, est-ce que tu as eu d'autres histoires un peu comme ça, d'arriver aux urgences? Parce on voit un peu de tout. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses? Bah, alors, drôle ou sérieuse? Parce que Les alors, deux, aux je prends tout. urgences, Les deux. moi, dès on me demande une anecdote sur les urgences, je me rappelle du patient qui était venu accompagné de sa femme et il nous avait dit qu'il avait des hémorroïdes parce que du coup, à l'accueil avec la secrétaire, tu te dis le motif. La femme est restée en salle d'attente. Il est allé du coup chez l'infirmière d'accueil, l'IOA, et il lui dit bon, écoutez, je vais être honnête, c'est pas vrai, c'est pas des hémorroïdes. Je me suis assise sur une bouteille de ricin. Elle est coincée. Ouais. Je n'arrive plus à la récupérer parce qu'avec la pression, du coup, c'est remonté. Et du coup, on l'a dit oh, vous vous êtes assis. Bon, Oui. voilà. Et en plus, bah, forcément, c'était une bouteille en verre. Et du coup, bah, si le verre éclate, en plus, dans cette Oh, zone-là, waouh, ouais. hémorragie, Ah oui. c'est foutu, quoi. Et alors là, tu es dans le mode, ok, donc tu le prends en charge, il n'y a pas de souci, tu gardes le secret professionnel, il n'y a aucun Oui. problème. Mais quand tu l'installes en salle, parce qu'ils sont allés chercher, mais du coup, ils n'ont pas réussi, c'est monté trop haut, il a dû aller se faire opérer en otoscopie. Et du coup, pendant qu'il était en attente pour l'opération, sa femme a demandé à venir le voir. Tu vois, il a demandé à parler à l'infirmière pour avoir des infos sur les hémorroïdes, tout ça. Et t'es comme ça en face et t'es en mode, eh ben, c'est pas moi, je suis l'étudiante. Je sais pas plus que Je vous. sais pas, j'étais plus étudiante à ce moment-là, j'étais en mode, non, c'était pas moi, je vous laisse. Et c'est un peu drôle parce que du coup, on avait fait une radio, donc on voyait vraiment la bouteille. Moi, à l'époque, je l'ai pas prise en photo parce que je venais d'être diplômée, je me suis dit, ah, ça se fait pas et tout. Mes collègues ont pris une photo. Parce que, ouais, c'est vrai que sur le coup, on se dit, on rigole pas du patient, bien Oui, entendu. bien sûr. Mais la situation, voilà. Et en plus, même lui, après, quand la femme était sortie, bah, il a rigolé avec nous, il a dit, oui, bon, voilà, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon, on va C'est passer à autre marrant. chose. Ouais, bah oui, bah comme quoi on voit un peu de tout parce qu'on est confronté à tout le monde en soi dans ces situations-là. Euh, Ça, c'est bon. Ah oui, tu as également été diplômée juste avant le Covid. Comment est-ce que tu as pu vivre cette période-là en tant qu'infirmière? On en a beaucoup entendu parler des soignants à cette époque-là, justement. Comment toi, tu l'as vécu? Bah, en plus, moi, j'étais aux urgences, donc vraiment dans le vif du sujet. Et alors, ce que je me rappelle surtout, c'est que je pourrais toujours remercier une de mes collègues qui, je pense, à l'époque, je la trouvais parano. Parce qu'elle me disait, oui, Ophélie, on est aux urgences, porte un masque, mets ton masque et tout. Et c'était en décembre 2019. Et je dis, ah, on va pas mettre un masque, c'est bon, j'arrive pas à respirer, je m'en fiche. Elle me dit, non, mais j'ai vu sur Internet, apparemment, il y a un virus en ce moment, mets un masque. Elle me disait tous les jours de mettre un masque. J'en ai mis, du coup, tellement elle m'a... Eh ben, heureusement. Heureusement, parce que du coup, ceux qui n'ont pas porté de masque, eux, ils ont vite été contaminés. Moi, je touche tout ce que vous voulez. J'ai jamais eu le Covid. Tu l'as jamais eu? Alors que j'ai Ah, c'est été en fou. contact avec je ne sais combien de patients. Et ouais, j'ai jamais eu le Covid. Sûrement grâce à ma collègue, hein, heureusement. Et c'était très difficile quand même. Parce qu'en fait, au début, on manquait d'équipement. Même aux urgences, même au milieu hospitalier, en fait, il y avait une tellement grande demande. Et on n'était pas les plus à plat, les libérales. Alors, elles, c'était complètement mis de côté. Nous, ça allait, mais il y avait quand même un manque de stock. Je me souviens que moi, je travaillais en 12 heures. Et en fait, on avait 2 masques FFP2. Donc, en fait, on devait le mettre quand on arrivait. On ne devait pas du tout l'enlever. Donc, pas boire, pas manger pendant 6 heures. À 6 heures au bout de 6 heures, on pouvait aller manger dans un sas à part. Et quand on avait fini de manger, on devait remettre le deuxième masque et ne plus rien boire ni rien manger pour le reste du temps. Tu vois? Donc, c'était ouais, très compliqué, très étouffant et anxieux. On était tous anxieux parce que bah, moi, je vivais chez mes parents à l'époque. Et je me disais, ouais, si je ramène à mes parents, comment on fait? Et puis même, c'était... Le seul truc positif, c'est qu'il n'y avait personne sur la route. Je pouvais aller Franchement, au le matin, travail. ça filait direct. Ouais, en 10 minutes, j'étais arrivée. Ça, c'était le point positif. Je dormais plus, du coup. Mais ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Et j'ai eu des situations avec... Il y avait une qui m'avait marquée. On avait fait un sas à part, du coup, pour les patients vraiment Covid. Et en fait, quand tu rentrais là-dedans, tu sortais pas avant 6 heures. Donc, tu étais équipé de la tête aux pieds, complètement. On avait même, à l'époque, on nous disait de mettre 2 paires de gants. Ok. Parce que du coup, on devait changer les gants, mais on devait toujours avoir une paire de gants au cas où sur nous.
Et j'avais fait les transmissions à ma collègue qui avait fini. Il était 20h05 quand on avait fini. Elle me dit, oh la dame là, box 6, elle va bien, je viens de faire son aérosol, parce qu'à l'époque on faisait encore les aérosols, ce qui après on a compris qu'il fallait arrêter de le faire. On lui a fait son aérosol, elle va bien, 98 de SAT. Les enfants vont peut-être t'appeler pour prendre des nouvelles, mais apyrétique, donc pas de température, nickel. Ok, je fais mon petit tour check-up, je reçois l'appel des enfants, et ils me disent, ouais, comment va ma maman? Je dis, ah oui, elle est en face de moi, elle va super bien. Et là, je vois le chiffre de saturation descendre. Descendre, je suis en mode, madame, écoutez, je vous rappelle. Et là, désaturation hyper rapide. J'ai pas compris ce qui est passé. Sonnette d'urgence, parce que le médecin n'était pas avec moi, parce qu'il était dans l'autre. Moi, j'étais vraiment isolée avec mes 6 patients. Je te en urgence, oui, venez vite, j'ai besoin d'aide. Moi, je la remets en position, j'essaie d'augmenter l'oxygène, parce que c'est la consigne qu'on avait eue à l'époque. Et finalement, le médecin, je pourrais même plus donner les étapes, tellement ça allait super vite. Elle a fini en réa. Et je crois que dans l'heure, même pas, elle était déjà décédée. Ah waouh. Et elle était jeune, hein, Ouais. je crois 50, 52. J'étais en mode, ah ouais, c'était... Ouais, ça m'avait marqué. Ouais, entre ce qu'on te dit à la télé et le voir devant ses yeux, justement, et se dire que ça peut aller aussi vite, c'est quand même assez choquant. Et justement, le climat dans les hôpitaux, parce qu'en soi, les soignants, comme le grand public, on va dire en général, on apprenait en temps et en heure. Ça restait quelque chose de... Enfin, tu avais ce sentiment d'être utile justement dans ce climat-là. Est-ce que ça t'a aussi permis de te dire qu'en tant qu'infirmière, il y avait aussi de la reconnaissance, de la considération, tout ce climat-là? Complètement. En fait, il faut savoir qu'en plus, moi, donc, comme je te disais, j'avais fait mon master à partir de septembre 2019. Donc, en fait, j'étais aux urgences dans un service lourd. J'avais mon master. Donc, quand j'étais en repos, parce que je travaillais 12 heures, mes jours de repos, j'allais à la fac de Nancy, donc à 1h30 de chez moi, pour faire mes cours. Et le lendemain, je travaillais. Et en fait, j'avais une telle pression que j'ai dû choisir entre les urgences et le master. J'ai dû quitter les urgences en janvier. Et parce que du coup, j'arrivais plus à gérer, j'ai fini en réa. Finalement, la réa me plaisait pas, donc j'ai dit stop, écoutez, je me consacre à mon master, c'était en mars. Au bout de 15 jours, confinement. Et du coup, là, je dis non, mais je peux pas, en tant qu'infirmière, rester à étudier mon master, parce qu'à ce moment-là, c'était même plus en présentiel, c'était en distance, et être là à rien faire. Du coup, j'ai rappelé mon cadre pour dire, écoutez, est-ce que je peux revenir? Et ils m'ont tous dit, mais oui, mais reviens, mais bien sûr. S'il te plaît. Tous mes collègues étaient super contents de me revoir, et du coup, j'y suis retournée jusqu'en mai. Ouais. Et après, du coup, le master a repris, les études ont repris, et le Covid s'était un peu diminué. Et la pression était telle que là, je me suis dit, non, là, pour le coup, il faut vraiment que je quitte les urgences, quoi. Ok, très clair. On parlait aussi justement d'une vidéo que tu as faite qui parlait de la notion de consentement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, c'était une vidéo en rapport avec une patiente de 7 ans. Alors je précise que je fais très attention au secret professionnel, parce que souvent sur les réseaux, on me dit, oui, t'as pas le droit d'en parler. Toutes mes story time que je fais, je sais que les personnes ne peuvent pas se reconnaître. C'est vraiment des... Voilà, je préfère le préciser. Et donc, c'était une petite fille de 7 ans qui s'était fait opérer au niveau des parties intimes. Et moi, il faut savoir que je fais des photos, donc pas des parties intimes, mais de la plaie. Parce qu'il y en a plein qui pensaient que je prenais la partie intime en grand, tu sais. Je dis, mais non, je zoome sur la plaie. Là, je dis que c'est dans les parties intimes pour que les gens comprennent le contexte, mais on ne voyait pas du tout. Je te montre la photo, tu ne sais pas d'où ça vient. Et bref, et donc je fais le pansement, et avant de fermer, je demande à la petite si elle est d'accord que je fasse une photo. Parce que justement, moi, la photo initiale me permet, s'il y a un problème, de l'envoyer au chirurgien ou au médecin. Et là, c'était une opération en plus lourde, et la petite, elle a été opérée à Paris. Donc, on ne pouvait pas dire, ah ben, s'il y a un souci, retourne à Paris. Enfin, voilà, on s'adapte. Et c'était même le chirurgien qui nous avait dit, on veut des photos. Donc, pas de souci. Et le papa, lui, il n'avait pas suivi l'histoire. Il n'était pas dans la pièce, parce que la petite était gênée, elle ne voulait pas que le papa reste, je comprends aussi. Et donc, le papa était à côté, a entendu quand la petite a dit non, et a entendu que moi, j'ai dit, ok, bah, pas de souci. Tu dis non, pas de problème. Je savais que ce n'était pas obligé aujourd'hui. Je retourne demain, je retourne après-demain. Ouais, totalement, je pouvais faire une photo un autre jour. Et le papa arrive en trempe dans la chambre en disant non mais ça va pas, qu'est-ce que tu dis non à l'infirmière, ça va pas, non, si une infirmière te dit qu'elle a besoin que tu fasses quelque chose, tu dis oui en fait. Et il me regarde et il me dit et vous en plus, pourquoi vous acceptez une petite de 7 ans, elle vous dise non, vous êtes infirmière ou quoi? Et je l'ai regardé, j'étais en mode non mais monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors bien entendu, je remets du contexte parce que sur les réseaux beaucoup ont critiqué le papa, et en fait, n'oubliez pas que le papa,
C'est un père stressé qui a une petite fille de 7 ans qui s'est fait opérer lourdement sur une opération à Paris. C'était compliqué. Lui, forcément, avec ce qu'il a en tête, il se dit, si une professionnelle de santé demande quelque chose à ma fille, bah, c'est que c'est nécessaire, que c'est obligatoire. Donc j'ai refait le point avec le papa pour lui expliquer. Il a redescendu la pression, ça allait mieux, il a compris, il s'est excusé. J'ai dit, non, mais je comprends. Si toute votre vie, vous, vos parents vous ont dit, ouais, le médecin dit un truc, tu te tais et c'est comme ça, vous ne pouvez pas dire autre chose à votre fille. Vous voyez, si à notre époque, on s'éduque, mais tout le monde n'est pas éduqué. C'est vrai, ouais. Et je le comprends, moi, en tant qu'infirmière, j'ai parfois des situations où je ne réfléchis pas comme mes patients ou comme leurs parents ou comme leurs tuteurs et je leur explique mon point de vue. Après, ils sont d'accord avec moi, c'est bien. S'ils ne sont pas d'accord, bon, bah, tant pis. Mais au moins, je donne mon point de vue, tu Ouais, vois. tu sens que tu as transmis le message et que Voilà. Et finalement, tu ouvres papa la était discussion OK. en soi aussi et C'est pas ça. juste dire bah, vous avez l'habitude de faire comme ça, on va faire comme ça, mais voilà comment on peut faire Oui, aussi, quoi. voilà, c'est ça. Trop sympa. Et finalement, ça s'est bien passé. Quelques jours après, on a pu faire la photo. Et heureusement, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une complication. Donc, je l'ai envoyé au chirurgien. Et finalement, c'était bien. Et le papa a dit, ah, ben, heureusement que vous aviez fait la photo. Je lui avais même envoyé à lui aussi pour que si le chirurgien le contacte quand moi je suis pas là, mes collègues l'avaient aussi la photo. Hein. Mais voilà, du coup, on était tous OK là-dessus. Et comme dit, la photo, on voit pas les parties, c'est vraiment la plaie. Mais vu que c'est dans la zone, et puis même, moi, tous mes patients, même si c'est sur ton bras, je vais te demander est-ce que tu es d'accord que je fasse une photo. C'est normal, Ouais. en fait. Je comprends même pas comment on peut ne pas poser la question. Ouais, justement. Et ce principe de consentement, ça t'est arrivé souvent de devoir l'expliquer à des familles ou pas du tout Est-ce que c'était un cas à part ou... Bah, en fait, c'est plutôt quand parfois je demande quelque chose à quelqu'un, on me dit bah oui, bah bien sûr, tu vois. Genre ils sont étonnés que je leur demande leur Hmm. consentement parce qu'on leur demande pas assez ailleurs. Et j'avais eu le cas une fois, c'était pourquoi j'avais eu une patiente pareil, je lui avais dit est-ce que je peux dégrafer votre soutien-gorge pour pouvoir faire le pansement, je crois que c'était dans le dos. Et elle me dit bah vous voulez faire comment sinon? Et j'étais en mode oui, bah en effet, mais c'est pour ça que je vais pas vous demander en fait. C'est clair. Bah, c'est vrai que c'est un peu ce truc de ce que tu disais, ils ont toujours fait comme ça, donc forcément, ok. Et puis justement, est-ce que tout à l'heure on parlait des visites à domicile, c'est vrai que c'est un métier où vous êtes vraiment confronté à l'intimité du patient. Est-ce qu'il y a des souvenirs où tu t'es dit, ah là vraiment, je sens que je suis vraiment dans l'intimité du patient. Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent en tête là-dessus? Là, tout de suite. Bah après, il y a tellement de situations et Hmm. pour moi, en fait, vu que c'est mon quotidien, Oui. je pourrais pas, tu vois, t'en sortir, mais combien de fois ben, rien que pour les toilettes, tu vois, Hmm. les nursing, quand je fais une douche à un patient, forcément, que je lui lave le dos ou même les parties intimes. Ou... En fait, je suis constamment dans l'intimité des patients. Et d'ailleurs, il y avait eu une histoire un peu drôle. J'avais une dame qui, la première fois que j'avais remplacée dans un cabinet, elle voulait pas se mettre nue devant moi. Et je lui avais expliqué que j'étais infirmière, qu'il fallait faire la douche. Elle a accepté finalement. Et en fait, quand je lui ai fait sa douche, je me suis mis à genoux, je sais plus pourquoi, et en me relevant, j'ai craqué mon pantalon. Ah. Et, et c'était mon premier jour dans ce cabinet, il était 6h, 6h30, et j'étais en mode, mais non, et j'étais à 30 km de chez moi, hein. Et j'ai dit, non, mais comment je fais? Et la dame, elle m'a recousu mon pantalon, mais pour me le recoudre, j'ai dû l'enlever. Et c'est elle qui me dit, ah ben voilà, c'est à votre tour. Et j'étais mais gênée et je me suis dit, bah elle a raison, c'est vrai que là j'étais en culotte face à elle. Voilà, elle a fait super vite. Hein. Je sais pas si elle est couturière ou je sais plus, je travaille plus dans ce cabinet-là, c'est un ancien remplacement. Mais je m'étais filmée avec mon trou encore, ça j'en avais pas encore parlé sur les réseaux. Mais j'ai trouvé ça trop drôle. Ouais, tu m'étonnes. Et moi, j'étais tellement gênée. Mais qu'est-ce que j'avais rigolé, et elle aussi, hein, franchement. Trop marrant. Et alors justement, on va parler un peu des réseaux. Pourquoi toi, tu as décidé de créer du contenu en tant qu'infirmière sur les réseaux sociaux? Alors je me suis inscrite sur TikTok en mars 2023. Parce que je ne voulais plus être infirmière. Mais vraiment, on est dans le mood là. En fait, c'était la période où j'étais cadre de santé. À savoir que mon burn-out, je l'ai fait en octobre 2023. Et donc là, on était en mars 2023 et je savais que je ne voulais plus être cadre de santé, que ce n'était pas fait pour moi. Je l'admets, tu vois, c'est OK. Et j'avais plus envie de retourner à l'hôpital parce qu'en fait, le planning, l'organisation me convenait plus. Je sentais en fait que je voulais faire autre chose. Et je me suis dit, je suis pas assez intelligente pour faire une reconversion dans un autre domaine. Parce que moi, je voulais repartir peut-être en médecine, sur le coup. Ok. Médecine ou peut-être faire IAD, donc infirmière anesthésiste. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir apprendre de manière adaptée
Et j'ai toujours retenu que quand tu enseignes à quelqu'un, c'est que tu connais vraiment le Ouais. sujet, tu vois. Et je me suis dit, faut que j'enseigne pour développer mes connaissances. Mais à qui tu veux que j'enseigne? Voilà. Et je me suis dit, mais les réseaux? Et du coup, en fait, mes toutes premières vidéos, j'avais mon masque, j'étais cachée, je voulais pas montrer ma tête. Et en fait, ma toute première, c'était qu'est-ce que la CRP, protéine C réactive? Et je faisais des mini-vidéos comme ça pour développer mes connaissances, pour améliorer et tout. Et ça a bien marché. Et petit à petit, donc j'ai resté dans cette niche. Et quand j'ai fait mon burn-out, j'ai complètement zappé les réseaux, bah, j'ai vendu mes bonbons. Ouais. Du coup, Finalement, un autre finalement, contenu. voilà, sur un autre compte, heureusement. Et quand je suis lancée en tant que libérale, bah en fait, comme je te disais, les démarches, je galérais, je comprenais rien. Heureusement, mes amis étaient là, mais ils m'ont pas tout dit. Ils m'ont pas dit, ouais, t'as des titulaires qui vont t'arnaquer, t'as des patients qui vont te faire ça et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage de me dire, putain, mais personne n'en parle. Hmm. Et c'est comme ça que du coup, mon compte a dévié sur mon quotidien d'infirmière libérale remplaçante. Pour pouvoir finalement donner ce que toi, tu n'avais pas reçu quand tu t'es lancée. C'est ça. En fait, vu que moi, je suis quelqu'un qui est énormément dans le partage, et c'est pour ça aussi que j'ai plein d'amis, enfin mes collègues, c'est devenu mes amis et tout, je suis vraiment ouverte. Et en fait, quand tu es libérale, bah, tu as tes collègues, mais tu n'es pas avec eux H24, tu vois. Et tu as aussi un sentiment de solitude. Et je me disais, ouais, mais avec les réseaux, je vais pouvoir aider des gens qui peut-être sont en burn-out, parce que je l'ai vraiment mal vécu, et qui veulent se lancer en tant que libérale. Je vais leur donner envie. Et en même temps, bah, je vais avoir plein de collègues. Trop bien. Oui, c'est vrai, ça permet d'un peu de sortir de cette solitude qu'on peut avoir en tant que libéral. Ok, très clair. Euh, Je vais juste enlever ça, David, tu couperas, mais ça c'est pas mis, on n'est pas dérangé. Hop là. Justement, et comment est-ce que tu fais pour, dans ton contenu, faire en sorte de, comme tu disais, ne pas trahir le secret médical et aussi ne pas déformer l'information scientifique parce qu'on peut aussi avoir peur hein, de donner de l'information comme ça, justement sur les réseaux. Comment est-ce que toi tu fais pour créer ce contenu-là? En général, par exemple, mes story time, j'essaie déjà de les faire en décalé. Tu vois, c'est pas quand il va m'arriver quelque chose le jour-là. L'histoire de la petite fille, c'est pas arrivé là quand je l'ai racontée. Ça fait déjà un certain temps, déjà pour avoir un certain recul. Et je fais en sorte aussi de modifier certaines choses. Par exemple, là, c'était une petite fille. J'aurais très bien pu dire qu'en fait, c'est un petit garçon. Tu vois, là, je Ok. vous dis, c'est le papa. Ça aurait pu être la maman. Après, je comprends que les gens peuvent se dire, tiens, mais du coup, c'est pas pareil. Si ce serait un petit garçon et que c'est la maman qui vient et qui crie, il n'y aurait pas eu les mêmes commentaires que l'inverse. Mais en fait, mon but, moi, c'est vraiment d'ouvrir l'esprit aux gens. Le sujet du consentement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir tellement de personnes qui allaient être intéressées par ça. Mais je trouve ça intéressant, en effet, de juste une story time de ce que j'ai vécu ouvre le débat sur quelque chose. Et donc, à chaque fois que je fais attention, ou par exemple, quand je fais des story time sur des âges, par exemple, je dis ma patiente de 87 ans, bah, elle peut très bien avoir 80 comme 90, tu vois. J'essaye de faire en sorte, c'est pas des éléments qui vont tellement influencer sur L'idée même, ouais. voilà, c'est ça. Et les situations que je vis, c'est pas, j'ai pas juste vécu une fois cette situation avec la petite fille. J'ai eu plein d'enfants où j'ai dû faire des photos. J'ai eu plein de parents qui étaient contre, où j'ai eu plein d'enfants qui ont dit oui ou qui ont dit non. Enfin, tu vois, en fait, Tu reprends voilà, et tu mixes pour avoir c'est quand même ça. toujours l'idée, quoi. Après, la situation de la petite fille, je l'ai vraiment vécue, tu vois, mais c'est juste que je prends du recul et que je me dis, je veux pas non plus que la personne puisse se dire, tiens, elle parle de moi. Ça, surtout pas. Ouais, je Vraiment. comprends C'est totalement. absolument pas mon but. Ok. Et justement, tu disais que tu avais commencé en voulant vulgariser des sujets, etc. Comment est-ce que tu choisissais tes sujets à l'époque? Comment là, à l'heure actuelle, tu choisis tes sujets? Est-ce que c'est tu vis une situation, tu te dis je vais la raconter, ou un sujet, tu te dis ah là, ça vaut le coup d'en parler? Comment est-ce que tu fais? Bah, à l'époque, c'était sur la connaissance. Donc, en fait, je me basais sur les prises de sang, les trucs que je maîtrisais. Ou alors, j'avais acheté en fait un livre pour préparer le concours pour IAD. À l'époque, c'était ça l'objectif. Et en fait, je regardais ce que je connaissais pas. Je faisais mes recherches là-dessus. Et c'est comme ça que je crée des vidéos. Là, maintenant, les vidéos, c'est plus... j'essaie... En fait, c'est au feeling. Quand il m'arrive quelque chose, en effet, je me dis, tiens, ça serait une bonne story time pour ouvrir le débat sur quelque chose. Quand je fais des trends, souvent, c'est parce que je scrolle sur les réseaux et que je vois une trend, mais qui a été faite de manière générale. Et je me dis, ça, je peux le mettre dans mon univers. Parce qu'en fait, je sais pas comment vous le percevez, mais en fait, moi, je connaissais pas avant de compte infirmières qui vivaient comme moi, tu vois. Quand moi, je fais une histoire qui marche bien, quand je fais 3 mots qui fonctionnent bien, c'est parce qu'en fait, tout le monde l'a vécu dans mon domaine, mais je ne le voyais pas avant.
Ou alors si tu prenais tu sais, un fond CapCut, tu mettais une petite phrase et les gens ils likaient. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Tandis C'est que vrai. là maintenant, moi je mets mon visage parce que c'est des situations que j'ai vécues. Et du coup, en fait, ça permet aux personnes de vivre certaines émotions à travers moi, mais parce que c'est des émotions que j'ai vécues et qu'elles vivent aussi, tu vois. Et je trouve que dans notre métier en tant qu'infirmière, souvent, on est un peu critiqué parce qu'on est toutes aigries, tu sais, en mode Hmm. toute hypocrite. Et en fait, je suis en mode, bah non, en fait, la nouvelle génération, on rigole ensemble, on peut créer une communauté Ouais. de personnes bienveillantes et qui rigolent. Et c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, j'ai plein de collègues qui rigolent de ce que je dis, qui comprennent, d'autres qui ne sont pas d'accord. Du coup, on a un débat aussi. Mais c'est vraiment très intéressant, je trouve. Trop bien. Et justement, cette communauté, tu disais qu'elle permettait de t'accompagner au quotidien dans ta pratique. Mais est-ce que dans tout ça, tu as déjà eu justement des commentaires de haters et comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Oui, plein de haters, plein. Bah, Facebook, hein, vraiment. En plus, j'ai fait une story récemment. Alors, je suis désolée, mais alors les anciennes infirmières hein, aiment bien critiquer les petits jeunes parce que déjà, avec les réseaux, ils comprennent pas. Et souvent, en plus, quand j'écris hashtag humour, ils pensent que je suis au premier degré. Et du coup, ils me disent, ouais, mais c'est quoi cette infirmière? Je dis, mais c'est de l'humour. Là, j'ai fait une vidéo sur le body count en faisant un J'ai parallèle. vu, ouais, j'ai Voilà vu, j'ai vu. où je disais, ouais, j'en ai 200, 250, machin. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, mais c'est quoi le body count? Donc là, ça va, ils étaient OK. Mais par contre, il y en avait qui me disaient, mais c'est pas possible, t'aies eu autant de décès à ton âge, mais n'importe quoi. Tu oses parler de la mort comme ça se fait pas, c'est irrespectueux pour les personnes que tu as accompagnées. Je dis, mais c'était une vidéo pour faire un parallèle entre deux choses. Tu vois, c'est quand même drôle. Ou alors là, récemment, j'ai fait une vidéo pour montrer aux infirmières libérales diplômées ce que c'est un diffuseur, d'accord? Et les commentaires, c'est ta vidéo, elle est nulle, t'as une montre, un pull, parce que du coup, oui, t'as des règles d'hygiène et d'asepsie. Je suis en mode, je suis chez moi, je ne filme pas chez mon patient, et c'est pour montrer à des collègues. Et du coup, ils étaient en mode, ouais, mais t'as pas respecté ça, ça, ça. Je suis en mode, mais c'est pour montrer juste à des Ouais, collègues, mais tu celui vois. qui a envie de mal voir, il verra Oui, le mal c'est forcément. ça. Enfin, même les anciennes infirmières, comme tu disais, c'est dommage parce que enfin, c'est bien justement d'ouvrir la porte à une nouvelle pratique et aussi de rire et d'enlever, comme tu disais, cette image de l'infirmière aigrie, mais celle qui veut Ouais. partager et faire rire aussi, c'est important, hein. C'est très important. Est-ce que justement, il y a des échanges qui t'ont marqué, peut-être quand tu faisais des lives à l'époque ou des commentaires qui t'ont fait du bien? Alors, des commentaires qui font du bien tout le temps. Combien de fois le matin je suis au bout de ma vie au travail où je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis infirmière? Tu sais, parfois j'ai des, j'ai des shots, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Et j'ai des commentaires après qui me disent ah mais t'es super, t'es bienveillante, tu me fais rire. Et je me dis mais moi j'aimerais bien aussi avoir une collègue via les réseaux, tu vois, où je me dis ah elle est drôle, des trucs comme ça. En fait, mon compte est créé parce que j'aimerais avoir un compte comme ça. Et vu que j'en ai pas trouvé qui me correspondait, bah, je l'ai créé moi-même. Trop bien. Ok, trop cool. Et justement, est-ce que peut-être il y a des personnes qui te suivaient au début, qui ont continué à te suivre? Enfin, tu sens que tu évolues avec elles, peut-être parfois par des commentaires, où tu dis, ah, je l'ai déjà vu, lui, il me dit quelque chose. Alors heureusement, j'ai surtout mes amis qui étaient là dès le début. Mais alors oui, sur TikTok, à un moment donné, j'avais plein d'infirmiers libéraux qui venaient tout le temps en commentaire. Et en fait, plus mon compte a grossi et plus... Enfin, c'est pas que j'avais plus le temps d'aller voir leur compte, mais en effet, tu sais, au bout d'un moment, quand tu as plein de publications, plein de commentaires, et puis même, il faut aussi que je me protège, je peux pas passer 12 heures sur mon téléphone, Hmm, parce que déjà, je travaille, ça, je peux pas. premier Et point. en plus, quand tu crées du contenu, j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte, ceux qui en créent pas, que ça prend du temps, de l'énergie, tu réponds à des commentaires. Moi, je suis sur YouTube, Facebook, TikTok, Insta. Donc, en fait, à chaque fois, je réponds à tout le monde. Et en fait, j'ai l'impression que certains qui me suivaient, ils me suivent encore, ils me mettent des commentaires, mais ils sont plus tournés, tu sais, dans le plus, comment dire, plus minimaliste, Ouais, tu vois, ok. plus la proximité Hmm, vraiment. Je sais que quand je vais commenter leurs vidéos, ils vont venir commenter les miennes. Après, c'est peut-être l'algorithme aussi qui me met peut-être peut-être, pas ouais. devant. Mais en effet, je sais qu'il y a des... Sur TikTok, je l'ai surtout remarqué, t'en as beaucoup qui me mettaient des commentaires et qui me suivent encore maintenant, tu vois. Ok, trop bien. Trop, trop bien. Justement, on va passer peut-être un peu aux clichés. Là, j'ai différents clichés. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. On dit souvent que être infirmière libérale gagne super bien sa vie. Alors, ça c'est compliqué. Alors moi, je suis sans filtre. Ça ne me dérange pas de parler d'argent. Tu vas avoir des infirmières qui vont te dire, oui, mais ça fait 16 ans qu'on n'a pas été revalorisé, c'est pas normal et tout. Je le conçois. Mais moi, pour avoir été salariée, j'estime que, en fait,
nous, on a une entreprise, tu vois. Si tu veux gagner 1 000 euros par jour, tu vas mourir, mais tu peux, c'est possible. Ou si tu veux gagner 500 par jour, mais que tu veux faire 31 jours dans le mois, tu peux. Donc en fait, quand tu rapportes ce qu'on gagne au taux horaire d'une infirmière, on n'a pas de congé payé, on n'a pas vraiment d'arrêt maladie, tout ça. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'on se fait avoir. Mais pour avoir le côté entrepreneur en tête, moi je suis très satisfaite, tu vois. Mais je sais qu'on va m'engueuler. On va me dire, ouais, à cause de toi, on va pas être valorisé, c'est à cause de toi qu'on va perdre de l'argent. Là, on a un acte encore qui a diminué, donc on perd un peu d'argent. Je dis, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est parce que tu as des endroits, par exemple, je pense à la diagonale du vide, tu as les infirmières qui vont faire beaucoup de nursing, qui n'ont pas beaucoup de patients, ils sont en zone sous-dotée. Moi, je suis en zone surdotée. Donc, en fait, on a plein de soins et on doit même refuser parfois, tu vois. Et moi, je suis remplaçante. Donc, si je veux travailler sur 3 cabinets et gagner 10 000 euros en un mois, je peux. Si je veux que faire un remplacement, travailler 10 jours, gagner 2 500 euros pour 10 jours, moi, je trouve ça énorme, en fait. Et en fait, t'en as qui disent, bah non, c'est pas beaucoup. Je suis en mode, mais 2 500 en 10 jours, reprenez un petit peu conscience de la réalité, en fait. Tu vois. Donc, c'est pas contre elles. Et je sais qu'elles vont râler quand je vais dire ça. Mais je trouve que, ouais, on a beaucoup de responsabilités, c'est sûr. On est très fatigué, on est sur la route, on roule le verglas, la tempête, les inondations. Oui, mais on l'a choisi et moi, j'estime que je ne peux pas me plaindre, moi, personnellement. Et justement, quand tu es remplaçante, est-ce que tu n'as pas forcément du coup de charge de cabinet, tout ça, t'as moins de charges quand tu es remplaçante finalement? Ouais, mais c'est dommage. Du coup, parce que quand tu es libéral, tu as envie d'avoir des charges. Ok. Parce que plus tu as de charges, moins tu payes d'impôts. Ah, ok. Tu vois. Du coup, l'année dernière, en gros, pour t'expliquer, en 2024, j'ai gagné à peu près 80 000 euros. Et sur ces 80 000 euros, mon comptable m'a retiré, je crois, 22 000, Ah oui, un ouais. truc comme ça. Donc en fait, mon net imposable, j'ai payé des impôts, je crois, sur 60 000, un truc comme ça. Et du coup, cette année, je pourrais plus te dire, je crois que j'ai payé 12 000 euros d'impôts. Mais en fait, moi, quand je reçois mon argent, sur les 80 000, donc en fait, j'ai 40 000 qui est venu dans ma poche et 40 000 qui est venu pour normalement les charges. Donc en fait, je paye des impôts sur 60 000, mais j'ai que touché 40 000. Ok, j'ai compris. Ouais, donc forcément, c'est ouais, pas forcément le plus... c'est ça. C'est un peu particulier. Et en fait, si j'aurais dépensé plus d'argent, bah, j'aurais eu un net imposable plus faible. Ok. Et donc, j'aurais payé moins d'impôts. Ok, Tu vois. clair. Ok. On dit également que les infirmières libérales bossent beaucoup, voire uniquement le matin. Qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout. Alors, ça, j'ai découvert sur les réseaux. Parce que du coup, j'ai des personnes sur les réseaux qui me disent « Ah non, moi, je travaille de 7h à 15h. Je ne savais pas que c'était possible. Moi, dans mes cabinets, c'est impossible parce qu'en fait, le soir, on a des couchers. On a des mises en pyjama, par exemple. Donc, c'est dans les BSI, donc les bilans de soins infirmiers, c'est un pack, en gros, si tu veux. On a des insulines le soir. On a des patients qui ont donc l'insuline 3 fois par jour. Ok. Donc, nous, ça ne serait pas possible. Mais je pense que les personnes qui travaillent que le matin, c'est possible. Mais en fait, ils ont choisi leurs soins, comme nous toutes, Ouais. en fait. Voilà. Ok, trop bien. On a aussi un autre cliché qui nous dit elles passent leur temps à boire le café chez les patients. Je ne bois pas de café. Ah mince. Mais ils veulent tous m'en proposer. Maintenant, ça va. Sur le cabinet que j'ai, ça fait un certain temps qu'ils me connaissent, donc je dis non à chaque fois. Du coup, ils me donnent tous de l'eau. Mais pareil, on peut pas parce qu'on n'a pas de toilette. Donc, on peut pas boire. Mais oui, c'est vrai que tu as des cabinets, en fait, qui peuvent se le permettre. Moi, le dimanche, par exemple, j'ai pas de prise de sang parce que la labo est fermée. On fait les piluliers le jour-là. Bah, quand tu fais un pilulier, en fait, tu peux t'asseoir, en effet, heureusement. Oui, ouais. Et du coup, tu discutes et là, tu peux boire. Oui, ça dépend. Et j'ai envie de te dire, c'est même la partie du travail que je préfère parce qu'en fait, c'est là que tu crées du lien. Moi ça m'intéresse pas de venir juste faire un soin et aller je suis ciao, d'accord, ouais. tu vois. Genre, moi, j'aimerais pouvoir m'asseoir avec tout le monde et discuter. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas ton rôle, toi, t'es juste là pour soigner. Mais quand t'es libéral, t'es tellement humaine que tu crées des liens avec des patients. Moi, les patients, quand ils m'offrent une courgette du jardin, bah, j'ai envie de leur dire merci, bah, venez, allez, demain, 5 minutes, on discute. Enfin, tu vois, tu crées... C'est une relation très particulière. Alors, il y en a qui vont dire, ah non, faut pas... beaucoup pensent à l'argent et du coup, ils vont enchaîner. Mais moi, c'est pas ma vision des soins. Ok, très clair, trop bien. On a aussi, elles ont choisi le libéral pour être tranquilles. Moi, j'avais pensé ça au début. Ah ouais? Ouais, je pensais ça. Je me suis dit, ah, quand je serai à la retraite ou proche de la retraite, je ferai du libéral, comme ça, je suis tranquille. Bah, ça dépend. Parce que, comme dit, si toi, tu as envie d'avoir 300 euros tous les jours, donc 300 euros brut, 150 dans ta poche, tu peux très bien travailler de
de 7h à 10h et l'après-midi, au pire, de 16 à 18, tu vois. Donc oui, tu es tranquille. Mais si tu veux payer tes charges, avoir un bon train de vie et tout, il faut travailler plus. Sauf si tu as plein de perfusions, parce qu'en fait, nous, chaque acte a une cotation différente. Ok. Donc si je fais 15 prises de sang, c'est pas pareil que si je fais 15 perfusions. Donc si tu as des secteurs où tu as des infirmières qui font que des perfusions, je pense qu'elles peuvent se permettre d'avoir des horaires plus cool. Ouais, c'est au choix de chacun, quoi, Voilà. en fonction de... Ouais. Ok. On a aussi beaucoup croient que l'infirmière se contente de faire des piqûres ou des toilettes. Comment est-ce que toi, tu expliques la complexité justement du rôle de l'infirmière? Ouais, parce qu'en fait, ils se basent sur les soins uniquement, alors qu'il y a tout un écosystème autour. Comme je te disais, on fait le lien avec la pharmacie, le médecin, les familles, les auxiliaires, les aides à domicile. On est vraiment le maillon en fait qui organise tout. Et en effet, on va chez certains patients juste pour faire des soins et après on part parce que c'est aussi eux que ça arrange. Mais on doit quand même s'organiser avant, voir pour le matériel. Quand j'avais eu le cas la dernière fois, j'avais une dame, elle me dit ouais mais c'est bon pour mettre de la biceptine sur une compresse, je peux le faire moi-même. Je dis ouais ok faites-le vous-même, mais si ça s'infecte, eh ben vous débrouillez hein. Ouais. Tu vois. Et en fait même pour enlever des fils, j'ai des patients ils m'ont dit oh j'ai fait mon pansement moi-même, venez juste enlever les fils. J'arrive, je vois les fils, je dis je peux pas vous les enlever. Et c'est là vous pouvez pas en fait, ou si je vous les enlève, mais là vous allez avoir un espace et tout, enfin tu vois, c'est complexe. Ouais. Et puis là, c'est pareil, j'ai des patients sont en détresse psychologique aussi. Donc, je m'assois, je discute avec eux, je leur apporte du soutien. C'est aussi très important, je connais les situations de chacun, je connais plein d'éléments en fait personnels aussi pour prendre en considération. Quand tu as des patients qui sont déments, qui sont un peu plus agressifs, tu sais comment te positionner comparé à d'autres. J'ai eu le cas encore hier avec une dame qui vraiment était très en colère, alors que d'habitude jamais. Bah, je l'ai fait rigoler, j'ai essayé un peu de baisser la tension. Enfin, on a un peu ce rôle, je trouve, on ne devrait pas l'avoir, mais un peu le rôle un membre de la famille, parce qu'on est présent très souvent, qu'on apporte beaucoup de soutien, qu'on est vraiment à l'écoute, on est très humaine, mais peut-être que certaines, un peu trop, moi peut-être trop, parce que du coup, tu peux parfois te faire avoir par certaines familles. Moi, j'ai déjà des familles où je suis restée jusqu'à 21h chez eux parce que j'avais appelé le 15 pour le patient. Et en gros, il m'avait dit mais du coup, vous serez payé comment? Je dis bah, je vais pas être payée. Là, Bah oui, je je suis suis là là en bénévole en en fait. tant qu'humain. Tu vois. Ouais. Donc, je comprends que les infirmières qui sont plus anciennes que moi, c'est les premières à me le dire sur les réseaux, à me dire prends soin de toi, fais attention, tu vas te faire bouffer. Ouais. Je comprends. Ouais, aussi à se poser la question de si on refaisait cet entretien dans 20 ans, est-ce que ce serait le même ressenti finalement après autant d'années? Mais c'est vrai que ça a l'air d'être une adaptation finalement quotidienne, hein, que ce soit avec les professionnels de santé ou avec les patients, parce que c'est très humain finalement comme métier, comme tu disais. Et le dernier cliché qu'on avait, c'était il y a l'idée que l'infirmière est juste l'assistante du médecin. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, pas du tout. Alors, il y en a qui disent ça, mais je pense que c'est plutôt, tu sais, quand tu es peut-être au bloc ou des choses comme ça. Alors, c'est toujours compliqué. Dès qu'on parle de la relation infirmier-médecin, ça fait des tensions. Moi, les médecins avec qui je travaille actuellement, j'ai leur numéro personnel. Je les dérange pas pour n'importe quoi, mais ils savent que si je les appelle, c'est que j'ai besoin de quelque chose. Quand ils ont besoin que je m'occupe d'un patient en priorité parce qu'il y a un problème, qu'il faut une prise de sang et qu'il ne peut pas aller au labo ou quoi, je m'adapte, tu vois, il y a vraiment eu un respect. Et pareil, normalement, tu n'as pas le droit, mais tu vois, par exemple, je fais un pansement le samedi parce qu'un patient s'est blessé, il va le lundi chez le médecin, bah, le médecin va l'antidater, normalement, tu n'as pas le droit, mais tu sais, il l'antidate pour le samedi pour que moi, je sois payée pour samedi et dimanche, parce que je ne suis pas venue pour faire du bénévolat non plus, tu vois. Il y a quand même, voilà, on est utile on leur est utile, ils nous sont utiles, heureusement, on a besoin des ordonnances, ils ont besoin aussi de notre regard clinique. Pareil, je te dis que je fais des photos des plaies, mais je ne les envoie pas tous les Oui. jours aux patients, aux médecins, pardon, et au bout d'un moment, il va se dire, voilà. Et j'ai plein de médecins traitants qui maintenant font des ordonnances, et limite, ils ne mettent pas de prescription pour des pansements, parce qu'ils disent, l'infirmière, je la connais, enfin, pas moi personnellement, parce que je suis la remplaçante, mais ma titulaire, oh, je la connais, elle va faire l'ordonnance, tu vois. Parce Ok. qu'il y a aussi... Trop bien, donc il y a une sorte de confiance aussi mutuelle entre... Mais après, ça, c'est peut-être aussi propre au fait que tu travailles dans la campagne, entre guillemets, et que du coup, tu as cette proximité. Mais après, peut-être que dans les villes, tu as aussi des retours de d'autres infirmières qui font pareil. bah, je travaille aussi dans... Pour moi, c'est une ville. Pour Oui. toi, non, mais c'est une plus grande ville, on va dire.
Et ma titulaire, du coup, elle est très proche d'un médecin. Et pareil, quand le médecin voit qu'il y a un patient qui n'avait pas encore d'infirmière, qui ne connaît pas et qui en a besoin, il va contacter ma titulaire en priorité parce qu'elle sait que ma titulaire, c'est une super infirmière. Il y a aussi cette confiance, tu vois. Les médecins, ils connaissent aussi les infirmières. Tu as certaines infirmières, elles sont blacklistées de certains médecins parce qu'ils savent que elles vont faire des infections, elles vont faire des problèmes, tu vois. Il y a aussi, on se connaît. Comme moi, par exemple, tu me demandes de te faire opérer par quelqu'un, je sais qui te conseiller oui, forcément. et qui te dire parce que ne va c'est pas. aussi toujours les mêmes interlocuteurs, donc Aussi. puis tu entends de la part des patients finalement comment ça se passe aussi à chaque fois. Ok, trop bien. On va pouvoir passer au tu préfères. Alors, tu préfères faire 10 tournées sous la pluie ou courir après un patient qui a perdu une ordonnance? Courir après un patient qui a perdu une ordonnance parce que je sais que moi-même, je vais appeler le médecin pour dire s'il vous plaît. Ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Ok. Tu préfères gérer un patient grincheux toute la journée ou que ton planning tombe en catastrophe à cause d'une urgence? Le grincheux. Parce qu'en général, il ne reste pas un grincheux avec moi. Ouais. C'est très rare. T'aimes bien les patients grincheux finalement. Les faire rire, c'est un peu une petite victoire personnelle. Ouais, mais tous, hein, vraiment. Trop bien. Tu préfères encaisser des remarques sur ton salaire justement ou les compliments sarcastiques sur un boulot facile? Ouais. Bonne question. Ouais. Bah, comme dit, moi, je m'en fous du salaire. Et franchement, tous mes proches qui connaissent mon salaire, personne n'osera me dire que je le mérite pas. Vu tout ce que je fais, je sais que... En fait, c'est ça qui est fou. Je sais que je mérite l'argent que j'ai parce qu'avec tout ce que je fais, c'est mérité. Donc, j'aurais pas de honte, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non. Ok. Trop bien. Tu préfères faire 10 prises de sang en 15 minutes ou gérer 10 appels de famille inquiets en même temps? Ah, moi, je suis plus technique. Je préfère les prises de sang. Alors, impossible d'en faire 10 en 15 Ouais. minutes. Alors, si, à l'hôpital. Parce que du coup, dans le couloir, tu les enchaînes. Moi, en libéral, non. Oui. C'est pas possible. Mais ouais, les prises de sang. Ok. Ah ouais. Ok. Et le dernier, tu préfères finir ta journée à 22 heures ou te réveiller à 5 heures pour la tournée du matin? Je me réveille à 5 heures. Je me réveille actuellement à 5 heures. Ouais. Donc, non, ça me dérange pas. Par contre, à 22 heures le soir, quand il fait nuit, quand il pleut, j'ai mon taser, tu vois. Je suis prête. C'est jamais. Ok. Et alors, est-ce que tu aurais justement un message à faire passer pour les plus jeunes qui aimeraient se lancer dans le métier d'infirmier, infirmière? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est un métier incroyable, difficile, on va pas se mentir, avec plein de responsabilités. Qu'au milieu hospitalier, on n'est pas assez reconnu, je trouve. Ça dépend des services. Mais ce qui est bien en hospitalier, c'est qu'il y a une équipe de fous et que souvent, il y a une très bonne ambiance. Et c'est ça, en fait, qui fait tenir le plus. Côté libéral, du coup, c'est une autre liberté. C'est une autre relation avec les patients. Et moi, je me sens beaucoup plus humaine depuis que je suis en libéral. Mais en effet, on a quand même du stress aussi. En fait, il faut savoir gérer ses émotions. Mais ça, tu l'apprends à l'IFSI. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Et ouais, moi, je trouve que c'est un très beau métier. Et c'est dommage qu'il y en a beaucoup, en fait, qui, une fois diplômés, dégoûtent les jeunes, je trouve. Tu vois? Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé après la fin de tes études et que tu vois actuellement dans ta pratique, que ce soit positif ou négatif, pour avoir une réalité finalement de terrain? Moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnes hypocrites et les collègues méchants, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis peut-être trop bonne, trop conne, je ne sais pas, hein, mais en fait, j'ai toujours un truc tout con quand j'étais à l'hôpital. Quand j'avais fini mon tour de médicaments et que je voyais qu'il y avait une collègue qui était en galère, bah, parce que du coup, c'est en deux secteurs, j'allais l'aider, tu vois. Et souvent, on n'a pas fait pareil pour moi. Ou alors, quand j'étais aux urgences, quand j'installais un patient dans un box et que j'avais déjà tout fait, bah, le médecin me demandait d'installer quelqu'un d'autre, j'ai installé et j'ai des collègues qui me disaient bah, c'est toi qui l'as installé, maintenant c'est à toi de le gérer. Donc je me retrouvais à gérer deux patients alors que c'était... En fait, pourquoi je l'ai installé, c'est parce que toi tu as le parti fumé. Et du coup, vu que moi je gérais les deux patients, bah, il est retourné fumer, tu vois. Tu as parfois des collègues, je trouve, mais ça c'est mon problème, c'est parce que moi je vis dans un monde de bisounours. Et depuis que j'ai commencé le métier, on m'a toujours dit il faut que tu te fasses une carapace, il faut que tu t'endurcisses. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je me fais tout le temps avoir, je suis une pigeonne. Mais c'est pas grave, un jour peut-être, je ne sais pas. Mais je préfère... Ouais, c'est ça. Je préfère être une pigeonne, tu vois, à la limite. Ok,
Et puis dernière question, qu'est-ce qu'on peut finalement te souhaiter pour la suite? Ton compte sur les réseaux sociaux, est-ce que tu comptes en faire plus, en faire moins, même ta pratique, t'installer un jour ou pas? Qu'est-ce que tu as prévu ou pas prévu d'ailleurs pour la suite? Bah écoute, je suis encore un peu dans le flou parce que je pensais pas avoir autant de succès déjà. Donc je suis super contente, très reconnaissante de toutes les personnes qui me suivent. Franchement, ça c'est top. Ça me permet de venir à Paris. Je Oui. trouve ça incroyable. Donc c'est chouette. Je continue de faire comme je suis, sans filtre. Je développe mes réseaux parce que ça m'amuse de développer ma créativité. En tant qu'infirmière, je suis beaucoup dans la technicité, tandis que j'ai pas beaucoup de créativité. Tu te suis le protocole, tu vois. Alors que là, ça me permet vraiment d'être épanouie. Et en fait, je pense pourquoi j'ai voulu être infirmière, c'est parce que j'ai envie d'être utile, tu vois, de donner du sens à ma vie. Et je pense que les réseaux, aider mes collègues qui sont en burn-out et qui veulent se lancer en tant que libéral, ça me donne aussi l'envie de créer. Et après, je ne sais pas, peut-être que je vais développer un jour autre chose, tu vois. Parce que en effet, j'ai commencé un master quand j'étais étudiante infirmière parce que je savais que je voulais pas finir en tant qu'infirmière, parce que je voulais évoluer. Mais je pense que c'est pas parce que j'aime pas le rôle d'infirmière, c'est juste parce que moi, je me vois pas faire 40 ans le même métier, Hmm. comme beaucoup dans notre génération d'ailleurs. Donc je pense qu'un jour, je reprendrai mes études, mais on verra ce que l'avenir me réserve, quoi. Ok, incroyable. Et puis pour finir, on avait discuté de faire une sorte de petit serment, de code déontologique, mais revisité sur la profession d'infirmière. Tu nous as préparé quelque chose. Et pour ça, tu peux t'adresser face cam. Ok, C'est là. ça marche. Voilà. Je t'en prie. Ok. Bon, je vais essayer de pas bégayer. Bon. Moi, Ophélie, infirmière libérale, je jure solennellement de me lever avant le soleil et de connaître chaque nid de poule de ma tournée mieux que mon propre salon. Je promets d'arriver toujours avec le sourire, même quand il gèle, quand il pleut et que le GPS décide de m'envoyer dans un chemin boueux parce qu'il est plus rapide. Je m'engage à faire preuve de patience infinie devant la porte qui ne s'ouvre jamais au premier coup. Je promets de rester digne, même quand le chat du patient décide de grimper sur ma mallette. Et je promets d'exercer avec conscience, autonomie et bienveillance, de respecter le secret professionnel, même quand la voisine m'interroge d'un air juste curieux histoire de savoir. Et surtout, je promets de garder la passion du soin, le respect du patient et la fierté d'exercer ce métier de cœur, même quand ma voiture crie pression des pneus faibles. Bravo. Merci. Incroyable. Merci pour ton partage et merci d'être venu avec nous raconter un peu ton quotidien. Aujourd'hui, on était ravis de t'avoir sur le podcast. Merci à toi. J'étais super contente du coup de venir. Trop C'était bien. super.